Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 mars. On est dans la troisième semaine du vrai Ségur de la santé, le grand projet du collectif Santé en danger, des auditions pluriquotidiennes parfois. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une de mémoire, mais des auditions pluriquotidiennes d'experts en santé, tout domaine confondu. On va vous demander des propositions, comme d'habitude, et l'idée, c'est de venir enrichir un cahier de propositions qu'on pourra donner aux politiques pour les aider. Parce qu'en fait, on les critique beaucoup, mais il faut qu'on soit capable de les aider. Vrai Ségur de la santé, comme vous le savez, ça se prolonge jusqu'à fin mars, ponctué par deux actions très fortes. Le 26 mars, on est en train de monter une énorme action en faveur du handicap en amenant des fauteuils roulants à Paris, communiquer autour du handicap. Et enfin, le 27 et 28 mars, ce sera notre grand congrès restitution du vrai Ségur de la santé à Paris, avec tous les membres organisateurs du collectif et tous les gens qui souhaiteront venir, les orateurs, et on espère qu'on pourra avoir avec nous des politiques pour pouvoir échanger en direct avec eux. Aujourd'hui, session incroyable, une session d'amis quand même, on va quand même comme ça que je vais la présenter. Une session avec un chef de service de réanimation, président de CME. T'es chef de pôle aussi, Éloi, ou pas? On n'a pas ton micro. Pas chef de pôle, non. J'ai président de de CME et récemment présidence de la communauté médicale, de la commission médicale de groupement. Voilà. Un territoire de 11 établissements. Éloi Goulieu, on va pas se mentir, Éloi Goulieu, c'est le cofondateur du collectif Santé en danger avec moi. C'est un ami de très longue date, c'est plutôt un frère qu'un ami. Donc, c'est quand même un peu aujourd'hui une session d'amis, puisque l'autre personne qui va discuter avec nous aujourd'hui, c'est Frédéric Boudier, que je remercie de vraiment, je sais, il a un planning très chargé, Frédéric Boudier, donc qui a été pendant toute une partie de sa carrière, mais il se présentera mieux que moi, directeur d'établissement, et dernièrement, il était directeur encore de ma clinique, mon ESPIC. Donc, j'ai eu la chance de collaborer avec Frédéric pendant presque un peu moins de 3 ans, hein, c'est un peu ça, je crois 2 ans et demi, un peu moins de 3 ans. Bon, en tout cas, on a vécu ensemble la crise Covid, et en tout cas, la première 3 ans pile, et en tout cas, on a pu vivre ensemble cette expérience un peu unique dans l'histoire des docteurs et des directeurs qui a été ces vagues Covid. On en a traversé ensemble au moins 4, voilà. Et Frédéric a pris une autre direction de carrière, mais alors, par contre, comme il a travaillé donc dans un ESPIC et avant dans le privé, autant vous dire que son regard est affûté sur les sujets du jour. J'aimerais que ce soit cela, mais vous avez carte blanche, mais vos avis à tous les deux sur la gouvernance idéale des établissements de santé, ça c'est quelque chose qui pour moi est très important, qu'on n'a pas beaucoup abordé encore dans le cadre du vrai Ségur. Le deuxième sujet dont j'aimerais discuter avec vous, alors Frédéric, je sais qu'il aura un avis et un regard très intéressant, mais Éloi également, je voudrais qu'on réaborde la thématique de la méthode, la logistique dans les établissements de santé, ces flux qu'on doit organiser, ces parcours de soins qu'on demande aux malades et qu'on demande aux soignants d'organiser. Est-ce que c'est aux soignants de faire ça? Je ne suis pas certain. L'efficience. Comment optimiser l'efficience dans les établissements de santé? Je trouve cela passionnant parce que c'est des sujets dont on parle jamais, et je pense que c'est des sujets qui peuvent révolutionner l'organisation des établissements de santé et révolutionner donc la vie des soignants. Alors, on va commencer. Il y a des modérateurs, il y a des scribes. De temps en temps, je vous dirai, attention, donc votre proposition, c'est quoi? On essaye d'être assez… et puis, alors, table ronde, on échange. Alors, on va honneur à Frédéric, hein, Éloi, tu m'en veux pas? C'est notre aîné. Frédéric, merci d'avoir accepté cela. Le vrai Ségur de la santé, c'est une démarche, un laboratoire d'idées, une sorte de think tank à ciel ouvert en faveur de la santé. Mais nous, on n'a pas la science infuse. Qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance? Alors, en introduction, j'ai été relire un peu les conclusions du collectif Interhôpitaux, qui est un autre gros collectif qui est très pointilleux sur la gouvernance. Bon, moi, je vous ai connu directeur, il y avait un président de CME, dans les hôpitaux, il y a des chefs de pôle. C'est vrai qu'il se dit de plus en plus que peut-être la solution idéale, c'est un binôme, avoir à côté du directeur un médecin qui validerait ou co-validerait avec vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez optimal, Frédéric? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens d'être meilleur dans cette direction-là? Et puis, on lance les débats. Bonjour Arnaud, déjà c'est un grand plaisir de te voir par écran interposé, puisque ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Écoute, moi je peux évidemment parler de ce que je connais à peu près et sans vouloir me dire expert, loin de là, hein. Mais c'est vrai que
j'ai passé 15 ans comme directeur d'établissement dans le privé à but lucratif et donc dans un ESPIC à but non lucratif. Moi, j'ai connu les débuts d'un groupe dont je ne citerai pas le nom, mais où effectivement il y avait un partage dans les équipes au sens large et pas seulement de direction entre soignants au sens large et pas que des médecins, des infirmières et des aides-soignantes aussi. Et c'était des belles années de ce groupe qui a fait pas mal progresser l'organisation des blocs, des services, bien avant qu'on soit dans quelque chose de plus financier, de trop financier. Et d'ailleurs, le mouvement à cette époque, ça a été de faire venir des gens de l'extérieur pour compléter des équipes qui étaient souvent presque exclusivement constituées de soignants parce que ce groupe rachetait des établissements qui étaient la propriété de médecins qui les avaient créés avec succès et avec bonheur. Et la gestion devenant plus compliquée parce que tout devenait un petit peu plus tendu, il y avait un mélange des compétences et des hommes. Le DG du groupe était un médecin radiologue, d'ailleurs de la SIMBB, qu'il avait lui-même créé à Bois-Bernard à l'époque. La directrice qualité du groupe était une infirmière et il y avait comme ça beaucoup de partage. Et moi-même, je suis arrivé comme DRH, c'est en 1994 et mon premier binôme intense a été avec une directrice des soins qui était infirmière. Et finalement, on faisait une 360 degrés de gestion du personnel avec elle. Moi qui venais de la technique RH et de l'industrie, et elle qui était infirmière, qui avait 50 ans et qui connaissait parfaitement les équipes. Et je crois que c'est là, effectivement, que c'était productif. Donc, en fait, comme tu le dis à Arnaud, on a bien vu durant la crise et toutes ces cellules de crise et tout le travail qu'on a fait en commun, pour moi avec le président de CME, mais bien d'autres médecins, notamment les anesthésistes réanimateurs, mais aussi des chirurgiens parce que le bloc était impacté, les médecins parce que les services étaient impactés, les urgentistes parce que les urgences étaient impactées, et qu'en fait c'est ça qui manque indubitablement aujourd'hui pour améliorer l'organisation, la communication à l'intérieur de l'établissement. C'est ce brassage de personnes, de compétences, pour que ces deux mondes se connaissent beaucoup mieux et travaillent ensemble de manière complètement intégrée. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour ce que j'en ai vu, souvent les établissements, c'est des superpositions d'ateliers de très haut niveau, d'artisanat. Un service fonctionne très bien, le bloc, mais tout ça a beaucoup de mal à communiquer parce qu'effectivement, il y a une organisation qui est souvent, pour le coup, pas industrielle, embryonnaire, et puis des outils qui sont quand même inadaptés par rapport à d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que, certes, on opère des patients avec des robots, et c'est de la très haute technologie, et en même temps, tout ce qui concerne le dossier patient, la digitalisation, la mise en commun et le partage d'informations et de documentation, ça sent plus le XXe siècle que le XXIe siècle. On est très en retard et tu vois, moi qui viens d'intégrer une nouvelle activité, je mesure l'écart de performance, par exemple, sur les outils informatiques. C'est phénoménal. Et donc, le monde de la santé est un monde où le très haut niveau humain et technique côtoie une forme d'indigence dans l'organisation. Ça serait bien d'aller voir chez Amazon comment ils s'organisent et d'adapter un certain nombre de méthodes et d'outils au service du patient. C'est vrai aussi que dans ce monde de la santé, voilà, le fait qu'on soigne des gens, il y a aussi une résistance quand même en interne pour ne pas forcément appliquer des méthodes qui viennent d'autres secteurs d'activité parce qu'on est dans l'humain, parce qu'on est dans le soin et qu'on a toujours un petit peu l'impression que du coup, on soignera moins bien les gens si on applique des raisonnements et des modes d'organisation qui viennent de chez Stellantis, chez Nestlé ou chez Amazon. Or, il faudrait le faire et la condition pour que ça se fasse bien, c'est que ce soit vraiment des équipes mixtes soignants, j'insiste, pas que médecins, soignants et gestionnaires. Je pense que c'est le secret de la réussite. Il y a un groupe privé actuellement, je pense, qui essaye d'aller peut-être encore davantage que les autres dans ce sens, puisque notamment les médecins sont actionnaires de ce groupe assez largement et que
pour les médecins aussi le fait d'être propriétaires de leur outil. Je pense que c'est un point important qui a été oublié durant toutes ces années quand les groupes notamment ont racheté les établissements médecins, et que le fait d'être impliqué jusqu'au bout, y compris voilà, financièrement pour leur capital et leur patrimoine, c'est un élément supplémentaire. Donc oui, je pense que de toute façon, hors mixité et hors homogénéisation d'équipe, il n'y a pas de salut, quoi. Quand on avait discuté ensemble, et Éloi, je vais te passer la parole tout de suite, mais quand on avait passé, on se l'est souvent dit ça avec Frédéric, paradoxalement, alors qu'on vivait un moment terrible historiquement dans les établissements de santé, on a tous vécu, et Éloi, je vais avoir besoin de ton retour là-dessus, des cellules de crise. Et en fait, on était tous d'accord sur le fait que ces cellules de crise ont été des moments incroyables où autour de la table, il y avait le pharmacien, le directeur, la directrice des soins, les cadres des différents services, des représentants de soignants des différents services. On prenait des décisions le matin à 8h, à 8h30, on appliquait. C'était comme ça, on faisait ça tous les 3 jours parce qu'on devait faire face à une crise qui était réelle, qui désorganisait tout. Et en fait, souvent avec Frédéric, au début, on se le disait en rigolant, mais moi, en fait, je crois que c'est très sérieux. Il faut tout simplement que quand tout va bien, enfin, entre guillemets, quand on n'est pas en période de crise sanitaire, ces cellules de crise renommées, je crois qu'on avait une idée de terme, je ne me souviens plus laquelle, donc cellules d'optimisation, cellules d'organisation, elles devraient être pérennes parce que, en plus, je sais que vous aviez eu les mêmes retours que moi, Frédéric, mais les cadres avaient trouvé ça absolument génial. Il y avait les cadres de tous les hôpitaux, de tous les services, pardon, qui étaient réunis. Et le directeur était là, il entendait tout, les soignants étaient là, les médecins se parlaient, tac, 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 tac. Et on allait très vite, c'était efficient, intéressant. Et finalement, ces cellules de crise qui étaient un peu flippantes au début, parce qu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé avec le Covid, quand on a compris qu'on n'allait pas tous mourir tout de suite, c'est devenu vraiment un moment incroyablement privilégié pour organiser. Alors, Éloi, tu as vécu ça aussi, les cellules de crise. Pourquoi l'ARS, en retour d'expérience qui a été 0, pourquoi les ARS, elle ne dit pas à tous les établissements de santé de France, faites des cellules de crise même quand tout va bien, ou faites des cellules de bonheur. Je ne sais pas si l'inverse de la crise, c'est le bonheur, mais faites des cellules d'efficience. Éloi, tu as vécu ça aussi, tu es d'accord avec ce que je dis? Donc, je retiens juste, et attends, Éloi, je lâche la parole. Hein. Frédéric a parlé de digitalisation en retard, on a déjà soulevé ça. Il a parlé de mixité soignant, pas que docteur. Et finalement, on est un peu tous d'accord sur ce feeling qu'on a. Éloi, vas-y, je t'écoute. Un grand merci, Arnaud. D'abord, merci de me faire de me faire l'honneur de cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un honneur aussi de passer derrière Frédéric, que je ne connaissais pas et que je viens d'écouter attentivement. Et effectivement… Éloi, tu es chez toi. Hein. Éloi, tu es cofondateur du collectif Santé en danger. Hein. Mais quand même. Voilà, j'ai adoré ce propos parce que on vient de faire une référence au passé. Et au passé, des établissements de santé privés fondés par ces médecins. L'hôpital public a fonctionné un peu comme ça aussi bien avant. Je pense que la place du médecin, du soignant à ses côtés, sur un même niveau, on est bien d'accord, a donné des organisations pertinentes, performantes, qui étaient vraiment dans une qualité de prise en charge optimale. Donc, on ne peut pas occulter ça, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la manche, savoir d'où on vient, quels ont été les points positifs de nos expériences passées, et bien en amont de cette crise, c'est un prérequis dont on ne peut pas s'affranchir, sinon on n'y arrivera pas. J'ai beaucoup aimé la référence à Stellantis, parce que si je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est Carlos Tavares qui est à la barre, et ce monsieur, je pense, est un monsieur qui est très ancré avec le terrain. Pourquoi? Parce qu'il est dans un exercice où finalement il dirige une entreprise qui le passionne, puisque c'est une de ses passions. Voilà. Donc, merci pour cette référence. Et effectivement, moi, j'avais fait une petite liste avant de partir sur les propositions des erreurs. Arnaud, tu viens de citer les ARS en disant que leur rétex, c'était 0, etc. D'abord, il y a une tendance politique aujourd'hui qui est de dire qu'il faut rejeter les ARS. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne, je le sais. Moi, je dis qu'il faut changer la carte mère. On peut garder les maisons, on peut même garder le personnel. Ouais. Mais il faut changer le logiciel. Il y a des richesses énormes. Ouais. Il y a des richesses énormes là-bas.
Je crois qu'il y a des ponts dans la communication entre les ARS et nos établissements et les soignants de terrain qui ont été un peu coupés, peut-être volontairement ou pas, peu importe, mais c'est des outils où il y a des compétences exceptionnelles, comme dans tous les hôpitaux, et ces compétences, elles savent se mobiliser dès lors qu'on les sollicite correctement. Et à l'échelle des ARS, il y a aussi eu des espèces de cellules de crise. Ces cellules de crise, elles ont fonctionné, et aujourd'hui, l'ARS continue à impulser le fonctionnement de ces cellules à travers une réflexion territoriale. Donc, la première erreur, ce serait… Éloi, la cellule de crise des ARS, ça devrait être leur fonctionnement normal. Ça ne devrait pas être une cellule de crise. Tu vois ce que je veux dire? J'espère, il est en train, à mon sens, de se pérenniser. Et il faudra appuyer dans nos demandes et nos revendications le fait que ce fonctionnement, il est normal. Et en fait, on doit prendre la santé dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui comme une crise qui va durer encore très longtemps. Et là, on inclut la notion de temporalité. C'est très bien les cellules de crise. J'ai adoré dans mon hôpital. Et je continue d'adorer ces rencontres où tous les professionnels sont autour de la table. Il est indispensable, Frédéric l'a dit, que tous les professionnels soient autour de la table. La logistique, le soin, les directions. Une autre erreur consisterait à dire, et on l'a entendu dans la bouche du président de la République, et j'ai trouvé ça très triste, de stigmatiser en disant ouais, il y a trop de bureaucratie. Tout le monde a repris ça, il y a trop de bureaucratie. OK, mais on a un exercice aujourd'hui de la médecine qui n'est plus celui des cliniques avant. On a un exercice de la médecine qui est très encadré, qui est médiatisé, qui a multiplié les technicités, les spécialités, les filières de soins, le juridique, etc. Et tout ça ne peut pas reposer que sur des soignants. Les soignants, comme les administratifs, tout le monde a besoin aujourd'hui, dans une refonte du système de santé, de retrouver du sens. Et le temps que tout le monde retrouve du sens, il y a une temporalité. C'est génial, les cellules de crise. Mais Arnaud, c'était dans un moment où on a mis toute notre énergie au service du patient, du malade, dans nos services de réanimation, dans nos hôpitaux, pour ne pas être débordés, pour offrir le meilleur soin à tout le monde. On n'a plus compté nos heures. Est-ce qu'on peut imposer un régime comme ça sur un rythme similaire dans un fonctionnement global? C'est un petit peu le danger et le risque dans lequel il ne faut pas avancer trop vite, c'est de se dire qu'il y a une temporalité. Et on ne pourra pas redonner de sens à nos exercices, qu'ils soient administratifs ou soignants, sans bien communiquer et faire énormément de pédagogie sur cette temporalité. On sait qu'aujourd'hui, on manque cruellement de soignants. Il y a des postes vacants à tous les étages, dans tous les établissements de France et de Navarre. Je parle des établissements, je ne parle même pas de la ville. Si on se dit que demain, on va tout solutionner en embauchant tout le monde, ça veut dire qu'on va piquer des gens quelque part. Parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le territoire, avec la volonté d'exercer dans les conditions qui correspondent aux conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. On ne fait pas de la médecine comme mon grand-père, il y a 50 ans, qui n'était jamais chez lui. Tu as envie de voir tes enfants, j'ai envie de voir mes enfants, l'infirmière a envie d'avoir une vie de famille. Tout le monde, aujourd'hui, vit dans une société qui a revu un temps de travail à la baisse, qui est une société un petit peu de loisirs, enfin quand même. On ne peut pas toujours, dans le soin, être à la marge de ça, comme dans d'autres systèmes. Il faut aussi évoluer là-dessus. Donc, la notion de temporalité, elle est importante. Il faut savoir préciser aux gens qu'il n'y aura pas de solution dès demain matin, mais que par contre, on y travaille. Et c'est ça aussi un des premiers éléments qui redonnerait du sens. Donc, ne pas rejeter ce qui fonctionne bien. Pareil, Frédéric a évoqué cette appropriation du monde de l'entreprise au sein du soin et on le rejette en disant non, le soin, ce n'est pas une entreprise. Ouais, c'est vrai. Mais dans le privé, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Dans l'industrie, il y a des choses dont il faut absolument s'inspirer. Et le rejet systématique, c'est une erreur caricaturale dans laquelle on a vite tendance à sombrer. Donc, il faut garder les ARS, on peut peut-être les appeler agences territoriales de santé. Elles ont des compétences très riches et plus on échange avec eux, plus on s'en rend compte. Donc, il faut nourrir un échange régulier. Il faut accepter, pour donner du sens, de communiquer sur la temporalité et dire que ça va prendre du temps, qu'on a des solutions, qu'elles sont pérennes. Mais voilà, ce n'est pas demain. Il ne faut pas liquider la bureaucratie. Il faut réorganiser pour que les soignants donnent le meilleur d'eux-mêmes dans du soin et se déchargent d'une grosse part d'administratif. Il y a des outils informatiques très pertinents. Je pense que vous le savez, Frédéric le sait très bien. Par exemple, la T2A, on dit qu'il faut jeter la T2A. Je ne sais pas. En tout cas, elle est toujours là et je crois qu'elle n'est pas prête de disparaître. Il faut reprendre l'histoire de la T2A aussi. Il faut regarder très loin en arrière, 10 ans en arrière.
La T2A, c'était un outil qui permettait quand même à certains hôpitaux de s'en sortir, à certaines cliniques de correctement fonctionner. Simplement, quand on définit des règles du jeu, si on les change à chaque tour du jeu, tu sais, quand tu repasses à la bonne paye par la case paye et que chaque année, on change la paye ou on change la donne et la règle du jeu, ça ne peut pas marcher. La T2A, il nous a fallu dans l'hôpital public un peu de temps pour se l'approprier. Quand on a commencé à se l'approprier, on a réussi à tirer des ressources du soin. Ce n'est pas un gros mot. Encore une fois, le rejet en bloc, je ne suis pas complètement fan. Non, Donc, moi, je pense qu'il faut garder la T2A en descriptif, pour numériser les activités, tu vois. Mais elles doivent pas, je pense qu'elles ne doivent pas conditionner l'argent des établissements. Si elles le conditionnent, elles doivent accepter, tu sais, j'aime beaucoup les courbes statistiques, les parties des courbes qui sont à la marge, un peu sur le côté, qui dépassent du trait, celles où finalement on se perd et celles qui représentent finalement pas mal de nos patients. Et puis, il y a une notion… Pardon, pardon, je coupe, mais moi je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit, sur les ARS, et on le voit, Arnaud, quand en plus il y a un médecin à la tête de l'ARS, ça fonctionne plutôt mieux, hein. On voit dans le Nord, moi je trouve que enfin, pour ce que j'ai vécu, moi j'ai trouvé ça très très bien. Indéniable. Voilà. Et juste sur la T2A, bon, c'est comme un formidable outil statistique. Je pense que ça peut être un formidable outil de tarification. Simplement, aujourd'hui, chaque pixel n'est pas assez gros. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu fais une prostatectomie robot et que les tarifs n'ont pas bougé depuis X temps et que ça ne tient pas compte du surcoût et tout, c'est ça qui ne va pas. En fait, malgré tout, je pense que le système de tarification à l'activité, il n'est pas mauvais, sauf qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas assez payées pour que ça puisse fonctionner dans de bonnes solutions. Moi, je crois que la T2A, c'est bien. C'est en revanche la rémunération d'un certain nombre d'actes qui est à revoir, hein, de manière à ce que les établissements, sans faire de folie et sans dévoyer le soin, soient à même d'être au bon niveau de ressources pour pouvoir fonctionner sans excès de moyens, mais quand même suffisamment. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien dans une clinique, celle dans laquelle tu travailles, ou d'autres, que tu es obligé pour t'en sortir de faire des choses qui sont pas bien, comme de ne pas remplacer des infirmières ou tu vois, voilà. Et ça, c'est pas tellement la T2A, c'est le niveau de rémunération des GHS, hein, et notamment d'un certain nombre. Si vous êtes parti dans cette direction-là, alors les ARS, moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Éloi, la temporalité, tu vois, dans les quelques médias que j'ai pu faire dernièrement, je disais toujours, on a mis 30 ans, j'avais trouvé cette formule un peu sympa, on a mis 30 ans à ne rien faire, on peut se donner 10 ans pour rebâtir, si on considère que 10 ans, c'est suffisant. Et on avait fait une autre audition qui avait dit un truc très important, Éloi, c'était que tant qu'il n'y aurait pas de plan pluriannuel sur la santé qui se succéderait, on n'avancerait pas. Puisque l'alternance gouvernementale de 5 ans, eh bien, c'est trop court. Et si jamais on rabat les cartes à chaque changement de gouvernement, bon là, manifestement, il y a quand même des chances que ça se poursuive dans la même direction. Le pouvoir, a priori, ne devrait pas changer de côté. Là, on a l'impression. Donc, on aura 10 ans. Mais bon, il y a eu un Ségur qui pose question. Mais alors donc, messieurs, l'ONDAM, en suivant votre raisonnement avec la T2A, l'ONDAM, qui est cet indicateur qui fixe, qui est annoncé à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui est très peu discuté, hein, qui fixe l'enveloppe en fait santé pour l'année. Il y en a qui disent que l'ONDAM, on pourrait garder l'ONDAM aussi, mais l'ONDAM, on pourrait tout simplement inverser les choses. C'est prendre en compte les besoins que l'on a et en traduire un ONDAM, et pas avoir un ONDAM imposé puis faites avec. Je pense qu'il y a un changement, il y a tout un changement de logique autour de ça. Vous partagez ma vision là-dessus ou pas? Bah, je vais laisser parler, mais oui, en fait, il faut adapter les moyens. L'ONDAM, c'est obligatoire, on est bien, c'est le budget de la nation, il faut bien prévoir des sommes, mais c'est vrai que la pénurie de professionnels sur certains secteurs, elle entraîne des choses dramatiques, hein. On l'a vécu aux urgences, par exemple avec la psychiatrie, hein, qui est un facteur de dysfonctionnement très important, en tout cas dans ce cas précis, et c'est des choses qui sont absolument pas quantifiées, absolument pas rémunérées, quoi, hein. Donc, ouais, l'ONDAM, c'est bien, mais sans doute aujourd'hui, c'est de toute façon dans des proportions insuffisantes
pour que les établissements… c'est toujours le même problème. Correctement. Bon, je pense comme ça avec le recul, encore une fois, je n'ai pas de prétention universelle, hein, loin de là. Éloi, sur l'Ondam? Tiens, je te montre un de mes post-it qui était prêt avec exactement les propos que tu viens de tenir. Oui, l'Ondam, aujourd'hui, on évoquait cette T2A dont on a redéfini les règles depuis le temps qu'elle existe chaque année à la baisse. Simplement, la T2A s'est adaptée aux contraintes de l'Ondam. On est d'accord. Il faut que l'Ondam s'adapte aux contraintes de la T2A. Et je vous assure qu'à ce moment-là, la T2A, je ne vais pas dire que tout le monde en voudra, mais si elle est bien expliquée, tout le monde travaillera bien avec. Et puis, c'est un cercle très, très vicieux, cet Ondam, qui définit l'adaptation finalement à une enveloppe. C'est un cercle très vicieux parce que d'année en année, on sait très bien que la première variable d'ajustement dans un établissement de santé, c'est le titre 1, ce sont les personnels. On grignote sur le personnel. Et d'année en année, ce qu'on fait, c'est qu'on reconduit des enveloppes sans tellement anticiper les besoins, la stagiairisation, l'évolution des carrières, etc. Tout ça, on aimerait bien que ce soit figé. Mais ça ne peut pas l'être. C'est impossible. Donc, on le fiche quand même, on rend des budgets qui définissent l'exercice suivant, sauf que ces budgets sont déjà complètement galvaudés. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux qui paupérise d'année en année le système, qui fait que juste avant la crise, on arrivait à une situation de tension extrême et qu'aujourd'hui, on redécouvre, pardon, tu évoquais les propositions du CIH, quand ils disent qu'il faut 120% des effectifs cibles, regardez ce que les gens qui font de la technique RH, qui faisaient déjà il y a 20 ans ça, ils vous diront qu'on n'a rien réinventé. C'est ce qu'on proposait 20 ans en arrière, quand on était conscient qu'une femme qui travaillait, oui, il y a des professions dans le soin qui sont relativement féminines, et puis maintenant, c'est encore mieux, c'est que les médecins, on a aussi plus de femmes que d'hommes qui se forment à l'avenir, je trouve ça très, très bien. Les femmes, elles ont le droit d'avoir envie de faire des enfants, les gens ont le droit de tomber malades. Là, on arrive au terme d'une crise où inévitablement, on va avoir à se réinventer sur le reclassement professionnel parce que les TMS vont, du fait de la lourdeur des prises en charge de nos aînés, de la lourdeur des prises en charge des patients Covid, l'impact des TMS dans les hôpitaux, dès lors qu'on est en train de s'y intéresser, est en train d'exploser. Ces gens-là, il va falloir penser à réinventer le reclassement professionnel auprès des patients dans l'animation, dans les EHPAD, dans des choses qui redonnent du sens et de l'humain. Tout ça, ça va avoir un coût. Et si aujourd'hui, effectivement, on ne renverse pas complètement le fait de dire l'Ondam doit se contraindre aux besoins de la T2A, on ne sortira pas de cette logique destructrice. Je pense que beaucoup de gens en ont conscience, notamment dans nos pouvoirs. Arnaud, pardon, un tout petit truc, tu disais simplement les calendriers, le calendrier électoral. Il y a un truc, tu vois, j'avais fait des petits post-it avec les erreurs à ne pas recommettre, les idées fondamentales pour repartir, il y avait dedans la temporalité, etc. Il y aura aussi les territoires, et il faudra absolument qu'on en parle. Et il y a ce que j'ai appelé l'adultère. L'adultère dans la gouvernance, c'est le mélange de la gouvernance dans le soin avec le politique. Ce sont deux carrières complètement différentes qui se complètent. Elles ont un intérêt fondamental et il faut qu'elles communiquent parce que le politique est dans le terrain, il a des remontées d'informations, il a des besoins, il a des choses, il est conscient, mais il fait de l'électoralisme. Et je vous rappelle que les mandats se sont raccourcis. On est sur des quinquennats et puis sur des septennats. Donc, tout doit aller très vite. Éloi, contrairement à moi, toi, tu n'as pas regardé toutes les auditions depuis 3 semaines, j'en suis sûr. Ah non, et si tu avais regardé, en fait, tu te rendrais compte d'un truc très rigolo, c'est que 3 auditions sur 4, on les conclut par cette même… Le court-termisme de la vision politique globale qui vient s'opposer, les problématiques de politique sans être péjoratif, impliquées par la durée des mandats, les carrières à mener, Éloi et Frédéric, les carrières à mener. On ne peut pas en vouloir à un ministre de faire des lois pour essayer d'avoir une meilleure carrière. Mais à partir du moment où il y a la notion de carrière, non mais oui, bon, excuse-moi, je fais le sage, hein, mais tu sais ce que j'en pense. Mais à partir du moment où il y a notion de carriérisme sur des sujets fondamentaux comme celui qu'on aborde aujourd'hui, moi je crois que là on a un gros problème. Et là, Éloi, comme tu le sais, on touche du doigt, tu te souviens, une des causes de l'origine de la création du collectif, c'était de dire ça va pas, ça va pas. On peut pas organiser la santé comme ça, il y a un problème. Alors, là, on essaye un peu de contourner le problème en nourrissant
la réflexion des politiques avec les réflexions la réflexion de terrain. Mais on a un vrai problème de définition. Moi, je pense qu'on peut faire de l'économie en étant politique. Je pense qu'on peut faire de la politique étrangère. En ce moment, je vois bien, on se rend compte de l'importance des diplomates, la diplomatie. Probablement que les carrières politiques sont adaptées, hein, bon, j'imagine. Mais la santé, moi, j'ai un vrai doute. Hein. J'ai un vrai problème. Je voudrais vous relancer. C'est passionnant. Digitalisation, ARS. On a abordé la T2A, on a abordé l'ONDAM. J'espère que les scribes ils prennent des notes. Je voudrais quand même, Éloi, tu as balayé ça. Tu es presque déjà devenu un chef, trop un chef. Tu as balayé d'un revers de main la charge administrative. Je ne parle pas du nombre d'administratifs, ça pourrait faire l'objet d'un débat, mais quand même. Tu sais, quand on a fait la session inaugurale, il y avait un avis unanime, Teboul, Megarban, tous sur la lourdeur administrative qu'on demande aux soignants et aussi aux directeurs. C'est-à-dire que, Frédéric, mais bon, il ne faut pas se mettre mal avec nos copains, hein, mais en gros, les mecs, ils disaient, on remplit des tableaux Excel pour les ARS en l'occurrence, on nous demande des tableaux, on ne sait même pas s'ils vont être lus. Et quand on entend Jean-Louis Teboul, qui est un réanimateur, qui est un de nos maîtres, hein, c'est un de nos maîtres en hémodynamique, un type qui fait de la réanimation depuis 30 ans ou 40 ans, ce garçon-là, cet homme-là devrait être obsédé par le soin, nous dit qu'il est parasité par 20, 30, 40% de son activité à des charges administratives et qu'en ville, c'est le même problème pour les médecins généralistes. Là, quand même, Éloi et Frédéric, il faut faire quelque chose. Alors, nous, on prétend, enfin, moi, je prétends, mais je ne sais pas si les scribes, ils le traduisent comme ça depuis le début, suppression de toutes les charges administratives des soignants. Zéro. Et même si tu embauches pas plus, si tu gagnes 20-30% de trucs administratifs par soignant, tu as une augmentation indirecte de temps de soins. Voilà. Ça vous choque ce que je dis, Frédéric? Non, ça ne me choque pas. Moi, je suis d'accord. On voit beaucoup trop de soignants, de médecins, d'infirmières, mais aussi de directeurs et de directeurs adjoints et d'infirmières générales tapoter des claviers derrière leur écran, remplir, parce qu'effectivement, alors évidemment, je suis pour la certification et tout ça, hein, mais tu sais, moi, je crois beaucoup au mouvement de balancier, et là, il est allé trop loin. Il faut recentrer le fléau de la balance parce qu'effectivement, je pense que le soin, c'est des compétences rares, précieuses, qu'il s'agisse des infirmières et évidemment encore plus des médecins et des spécialistes, etc. Et je trouve scandaleux de gaspiller des heures, des demi-journées sur des choses dont on ne voit quand même pas l'intérêt flagrant au bout du bout. Donc, je crois qu'il y a quand même une vraie réflexion effectivement à mener sur le fait d'élaguer un certain nombre de choses. Alors, c'est normal, c'est une activité encadrée et administrée. Il faut qu'elle le soit, ça, il n'y a aucun doute. C'est aussi un gage de qualité, de sérieux, c'est une sauvegarde pour tout le monde. Mais je crois qu'on est allé un peu trop loin. Il faut simplifier les choses. Et en plus, comme les outils sont quand même pas complètement adaptés en termes d'informatique, tout ça se percute, je pense, pour faire perdre quand même beaucoup de temps précieux à tout le monde, quoi. Éloi, sur la même question? La même réponse avec des petites nuances, hein, mais oui, c'est une charge qui n'est pas quantifiée. C'est surtout le problème majeur, c'est qu'on sait à peu près, quantifier le soin. Bon, ce qui est gênant, c'est que souvent on élude le côté humain, on élude le temps passé au chevet du patient à discuter, qui fait pourtant partie de l'éducation, qui est pourtant un soin en soi fondamental et qui fait partie, à mon sens, de 50% de l'acceptation et de la réussite d'un traitement. 50%. Donc, il faudra le réintégrer aussi, d'ailleurs, dans la durée d'un soin. La partie administrative, elle est difficilement quantifiable. Pourtant, elle existe, elle est très importante. Là où on a commis une erreur, c'est, je pense, qu'on a multiplié les besoins administratifs dans les hôpitaux avec un outil qui n'est pas du tout adapté, qui n'est pas aussi moderne et qui n'a pas évolué avec la même modernité que dans ceux qui font de la logistique, leur cœur de métier. Pourtant, nous sommes des énormes logisticiens et nous générons une logistique colossale. Il faut savoir se l'approprier. On n'a pas les outils. Donc, tout ça, ça crée une charge très importante. Il faut la minimiser. Je pense qu'en réduisant les strates, et ça, tout le monde le dit, hein, entre un ministère de la Santé, une DGOS, et puis une DOS au niveau de l'ARS, et puis maintenant, il y a les groupements hospitaliers de territoire. Bon, si on peut essayer de centraliser
réduire cette charge et la centraliser sur des gros outils qui peuvent fonctionner, qui sont les groupements hospitaliers de territoire, par exemple, et qui peuvent aussi réunir public et privé, qui peuvent réussir à réunir santé mentale, etc. Parce que plus on met les compétences privées, publiques, santé mentale, rééducation dans un pôle de compétences au service d'un territoire, plus on facilite les échanges. Je suis en train de le vivre et je le découvre au niveau de notre département et c'est une richesse inouïe. Si on arrive à générer un pôle de compétences qui puisse s'occuper de ça pour libérer en amont le soin, et puis pourquoi pas, après il y a des gens qui aiment l'administratif. Il ne faut pas non plus rejeter les richesses des gens. Moi, je pense qu'on n'a pas encore parlé QVT dans la gouvernance, mais la qualité de vie au travail, c'est aussi proposer aux gens qui sont sur le terrain, qui font du soin tout le temps, la tête dedans, s'ils ont des compétences, des envies, des choses, d'avoir une activité transversale, annexe, déduite de leur temps de soin pour leur épanouissement professionnel. Ça, c'est une clé, à mon avis, de la gouvernance, le respect de ces compétences connexes qu'il faut retirer du temps de soin au profit du temps d'épanouissement professionnel et de QVT. Il y a des gens qui aiment tricoter, ils peuvent tricoter des bonnets pour les bébés. Il y a des gens qui aiment faire de la peur. Tu m'as fait peur. Ah, tricoter, j'ai compris. Tricoter. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon. Je me suis dit scandale. Ça y est, j'ai vu les gros titres du Parisien demain. Scandale dans le vrai Ségur de la santé. Bon, non, on tricote. On sait, je ne sais pas faire, on a des compétences en sophrologie, on la met au service des collègues et des patients. On a des gens qui ont des compétences administratives ou qui sont graphistes à leurs heures, etc. Toutes ces compétences-là, il faut leur proposer de s'associer à la démarche collective. Donc, ceux qui voudraient faire de l'administratif et qui ont des dons pour ça, pourquoi pas? Mais en tout cas, le centraliser sur des pôles et libérer effectivement dans les services toutes ces données qui sont très, très, très compliquées. Et tout ça ne se fera pas, par contre, sans une réévaluation complète des effectifs avec, à la base, tu ne peux pas dégager du temps, tu ne peux pas demander en plus, tu ne peux pas. Voilà, oui. On est déjà sur des objectifs trop contraints. Tout est un peu biaisé dans notre analyse parce que, effectivement, quand tu parles de GHT, bah, très bien GHT, mais tu sais à quoi je pense quand tu me parles de GHT? Je pense à Grenoble et Voiron. Tu vois, Voiron, c'est le petit frère de Grenoble. Il fait un hôpital qui, les urgences crèvent depuis… quand est-ce que j'étais à Voiron? C'était cette année ou l'année dernière? Non, c'était cette année, depuis 6 mois. Les urgences crèvent. Un hôpital flambant neuf. Tu as beau avoir tous les GHT que tu veux. Si tu n'as pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, ça ne changera rien. Et au contraire, si tu es sur du déficit de tout, tu vois, le patron du GHT, il va tout prendre pour lui. Et Voiron, c'est fermé. Tu amènes le sujet suivant. Attends, juste parce que comme ça, après, parce que je voudrais vous emmener sur autre chose, parce que tu as dit plusieurs choses, Éloi, et je voudrais avoir votre avis, et je surveille l'heure en même temps, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose, qu'on fasse ces propositions. Donc, moi, je veux bien GHT, mais sur du déficit humain chronique, pour moi, c'est un artefact, on fait semblant d'organiser, alors qu'en fait, on manque de tout. Donc ça, c'est le premier point. Éloi, QVT, oui, tu sais que l'Élysée s'était engagé à mettre ça très en avant quand je les avais eu au téléphone. Bon, a priori, on devrait aller vers ça. QVT, c'est environnemental, hein, ça devrait être les items de demain quand même dans la nouvelle organisation. Il y a quelqu'un qui avait dit la certification, c'est une grosse blague. Bon, Frédéric, il a dit, bah oui, pourquoi pas. Frédéric, moi, j'ai du mal à vendre la certification alors qu'on a travaillé sans matériel de protection, sans masque, etc. J'ai un peu de mal à imaginer que des experts vont venir maintenant m'expliquer la vie d'un parcours de soins, enfin d'un patient traceur, parce que maintenant c'est des patients traceurs, et qu'on lui a pas demandé vraiment s'il était allergique à la pénicilline à l'entrée et qu'il faut se faire taper sur les doigts, alors que la même HAS, elle n'était pas dans les hôpitaux quand on était tous à poil et qu'on faisait des petits tas dans ton bureau, Frédéric, tu te souviens, des petits tas de masques parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc moi, certification, bon. Tous les deux, Éloi, tu as dit un truc fondamental. Tu as dit, excuse-moi Éloi, hein, mais on ne s'est pas entretenu avant. Tu as dit, on est tous devenus des super logisticiens. Alors moi, je voudrais l'avis de Frédéric et l'avis d'Éloi Goulieu sur, moi, je pense que la logistique, on a, dans le cadre du soin, oui, Éloi, oui, mais la logistique à l'échelle d'un établissement, les parcours, les flux, etc., pourquoi on ne met pas des ingénieurs, méthodologistes et logisticiens? J'ai rien inventé. Hein. On a fait des auditions avec un ancien chef d'entreprise, Frédéric, qui disait, mais enfin, moi, quand j'arrivais dans une usine pour retaper l'usine, la première chose, c'est que je regardais les flux. Et avec mon logisticien et mon méthodologiste, on faisait les flux. Et voilà. Et là, on demande à faire ça, en fait, aux soignants. Et on est mauvais. Et on fait des trucs pendant des semaines et des semaines. Est-ce que ça, ce ne serait pas une mesure forte?
Si, moi je suis chaud partisan de ça, à la condition expresse que ce soit des binômes soignants et logisticiens qui travaillent, hein, parce que voilà, c'est particulier. Moi, je l'ai vécu quand j'étais dans une clinique parisienne de grosse taille et finalement, je parlais de Stellantis tout à l'heure, mais moi j'avais recruté quelqu'un qui venait de chez PSA, de l'usine de Rennes, pour organiser le bloc. Et en fait, il y avait donc deux chefs de bloc traditionnel, un infirmier bloc qui avait 30 ans de bloc, et puis un jeune gars, 35 ans, qui était responsable d'une chaîne de production chez PSA à Rennes, qui est aujourd'hui directeur d'une clinique dans un grand groupe. Et ça nous avait permis de faire un gros travail sur le bloc. Et c'est vrai que ça avait choqué au départ de voir quelqu'un avec des gantes, des pertes, un chronomètre pour voir comment ça se passait. Et je pense qu'effectivement, c'est indispensable pour les blocs, mais pour tout l'établissement. Hein. C'est une grosse usine, un établissement. Quand tu prends l'exemple du bloc, c'est complexe. Quand je pense qu'on fait venir des auditeurs, des sociétés de consulting, c'est du délire total. Il faut juste mettre un ingénieur. Comment on fait? C'est tout. En tout cas, voilà, effectivement, je parlais d'Amazon, etc. Je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer. Je dis bien s'inspirer, hein. Comparaison n'est pas raison. L'idée n'est pas de tout reprendre en bloc, bien sûr, mais c'est un métier complexe. Faire rouler des camions dans toute l'Europe pour livrer des marchandises, faire tourner des chaînes de production ou des usines qui sortent des milliers de tubes à la minute et qui livrent dans le monde entier. On doit s'inspirer de ça pour les établissements de santé qui sont complexes et qui sont évidemment très particuliers. Hein. C'est pour ça que le tandem soins et gestion, en l'occurrence des flux, est indispensable. Mais c'est sûr que c'est une fonction qui pourrait être mieux représentée et en tout cas que des gens venus de l'extérieur pourraient sans doute faire progresser encore une fois en binôme. Éloi, là-dessus? Oui, complètement d'accord. Tu as signalé les audits répétés qui montrent systématiquement… Qui coûtent en plus un fric fou, quoi. Oui, mais c'est toujours payé par les ARS. Donc, en fait, ça donne le droit à en faire tous les ans. Ils te disent tous les ans la même chose et on n'arrive jamais à rectifier le problème parce que de toute façon, ils s'opposent soit à des freins, soit à des contraintes. Enfin, bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire des audits. Les logisticiens. Et après, on en revient à ce que j'évoquais juste avant. Il y a des compétences incroyables et le fait d'associer, on met quand même le doigt sur quelque chose, un logisticien de 35 ans qui vient de chez PSA à Rennes, avec une infirmière qui a 30 ans de boutique et qui a aussi ses a priori, il faut avoir des gens, quand on fait ça, qui sont en capacité de s'affranchir du dogme. Et pareil, il n'y a pas de réussite possible sans qu'on puisse s'affranchir de nos dogmes. Il faut complètement repenser le carcan qu'on se met, hein, toi, moi, nous, dans notre exercice quotidien. Il faut accepter cette différence et faire prendre des mayonnaises qui conduisent à l'amélioration du travail pour tout le monde. Et ça, c'est très important. Il y a aussi un état d'esprit à avoir dans la communication, dans l'apaisement, dans la temporalité. Tous ces mots-là, ce n'est pas vain. On n'y arrivera pas sinon. Donc, oui, pour mettre des compétences ensemble, mais à partir du moment où on est ensemble, et là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la RS de Grenoble, il faut absolument, et dans la gouvernance, c'est une condition sine qua non. Alors, c'est peut-être une charge administrative supplémentaire, mais bon sang, avec tous les outils d'observation qu'on impose aujourd'hui aux gens, on a quand même de quoi faire quelques petites réunions de suivi. Et un GHT, quand tu dis un GHT, si c'est pour paupériser l'hôpital d'à côté et que le gros survive ou bombe le torse, c'est une erreur. La fermeture des urgences de Voiron, c'est un indicateur majeur de dysfonctionnement. Oui. Là, il faut, à ce moment-là, revoir le pilotage. Alors, c'est facile, hein, il faut, il y a qu'à, etc. Loin de moi cette idée, mais globalement, nouvelle gouvernance impose forcément s'affranchir du dogme, mettre des compétences ensemble, pas forcément les multiplier par 100, parce qu'après, ça devient impossible, réduire les instances. Bien sûr. Dans la modernisation de la loi, aujourd'hui, on essaie de les regrouper, réduire les instances. Quel est l'intérêt pour faire passer un truc que ça passe dans 5 instances différentes?
plutôt que de le passer dans 5 instances différentes où on ne comprend rien à ce qu'on nous dit, où de toute façon, la mise en place sur le terrain, ce n'est pas quand tu présentes un truc sur le papier que tu sais si ça va bien se passer ou pas. Ça ne sert à rien d'en parler 5 fois dans 5 instances différentes. Et alors, au niveau du GHT, tu en rajoutes une ou deux. Non, il faut la mettre en place. Et ce qui va intéresser les instances qu'on a réduites en volume, ça va être de voir si ce qu'on a mis en place, ça marche. Et là, d'avoir quelques indicateurs en disant « Ah ben super, on a mis à Voiron une participation de soignants, soit médecins, infirmiers, pour restructurer un petit peu, repenser le dispositif, travailler avec la ville, travailler avec les pompiers, parce qu'on n'a pas parlé ville-hôpital dans la gouvernance, mais il faudra peut-être en inclure un peu pour les 5 dernières minutes. Tout ça, ce sont des choses… C'est pas toi qui organise le Zoom. Hein. T'arrêtes. C'est moi qui organise le Zoom. Alors là, on fait Frédéric et Éloi. Je te taquine. Je plaisante. Ouais. Tu le sais, il est 13h et moi j'avais vraiment un timing très très limité. Je vais être obligé de… Frédéric, désolé. Mais vous nous quittez, tu nous quittes quand tu veux. Alors merci, si tu dois y aller, merci. On va finir avec Éloi, il reste un quart d'heure, Éloi. Merci Frédéric, merci beaucoup d'être venu. Bon courage à vous, hein. Merci pour ce monsieur-là, Frédéric Boudier, c'était mon directeur quand le collectif a explosé il y a 1 an et demi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'auraient viré et lui a fait preuve d'une indulgence extrême et d'une bienveillance et il m'a protégé en m'informant. Il m'a protégé. Voilà, il m'a protégé. Un bel exemple de bienveillance et de qualité de vie au travail. Vraiment, ça, j'oublierai jamais de ma vie. Hein. Arnaud, c'est 1 parce que le sujet est bon et 2 parce que le gars est bon aussi. Je ne l'aurais pas fait pour tout le monde. C'est très gentil. C'est très gentil. Non, mais c'est la seule raison pour laquelle je pense que j'ai gardé mon job il y a 1 an et demi quand c'était le gros bordel. Parce que j'ai quand même fait chier. Frédéric, à jamais merci. Salut. À très vite. Éloi, en fait, à 13h, on arrête 3 minutes. On revient sur les propositions pour nos scribes. Et après, on passe aux questions. D'accord? Et s'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Donc, aide-moi, Éloi. Grosso modo, en gouvernance, on a parlé de mixité de gouvernance. On a parlé de ces cellules de crise qui devraient être réadaptées aujourd'hui peut-être en cellules efficientes. En tout cas, de poursuivre ces rassemblements-là de soignants où on a trouvé que c'était bien. Tu as parlé des strates administratives qui étaient un problème. Tu as quand même parlé également du temps administratif qui était un problème. Tu as dit que les ARS, il ne fallait pas tout mettre à la poubelle et qu'il y avait des compétences énormes et qu'il fallait s'appuyer sur les compétences et les retourner peut-être et vraiment les diriger vers les territoires. Je pense que tu as validé aussi l'idée d'une approche méthodologiste et logistique dans les établissements de santé pour régler les problèmes de flux et régler des problématiques que les soignants n'ont pas à régler sur leur temps de soins. On a abordé la T2A, la l'ONDAM. On a dit que la T2A devait probablement poursuivre son existence, mais qu'elle devait être boostée financièrement et que l'ONDAM devait être au service du soin à prodiguer en France et pas l'inverse. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Éloi? Dans ce qu'on a évoqué, non, je pense qu'on a repris un peu l'ensemble. Alors, je regarde un peu aussi les commentaires en même temps. Alors, on a des modérateurs, Éloi. Alors, les modératrices, est-ce qu'on a des questions pour Éloi? Alors là, je me croirais toujours dans Interville avec Léon Zitrone et Cognac J. Ouais. Cognac J. Tu viens de ça, Cognac J. Est-ce que les modératrices, qui c'est les modératrices aujourd'hui? C'est moi. C'est qui, toi? Karen. Salut, Karen. Salut. Bonjour. Karen, Bonjour. c'est la référente santé environnementale du collectif. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Karen, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y avait une question de Cécile Rouillet qui parlait de la gouvernance, en demandant où placer finalement le patient dans la gouvernance et comment pouvait-il intervenir dans le parcours de soins. Éloi, il va dire, mais moi, je pense que les soignants doivent être représentés dans la gouvernance. Les patients, pardon. Les patients doivent être représentés dans la gouvernance. Éloi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, 100%. Nous avons eu une réunion au GHT hier en préparant notre première instance, enfin la première que je vais avoir le plaisir et l'honneur de mener. On a choisi, il y a une commission des usagers sur le territoire et d'inclure des représentants de cette commission des usagers au sein de la commission médicale du groupement, parce qu'effectivement, ce sont nos premiers juges et ce sont eux les premiers qui nous rendent honneur. Quand en bas de la fiche de paye, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, dans les regards des patients, dans les courriers qu'on reçoit, on a ce qui nous manque en bas de la page, très souvent.
très, très souvent. On a très longtemps dit, et c'était très moche, que les patients, les usagers de la santé avaient changé, qui consommaient du soin, qui se pointaient aux urgences à n'importe quelle heure pour nous C'est vrai. emmerder. Éloi, ça existe. C'est à la marge, c'est à la marge. C'est horrible de stigmatiser les gens comme Non, ça. je ne dis pas qu'il faut stigmatiser, mais c'est des choses qui existent. C'est un peu comme si on disait, parce qu'il y a un peu trop de RN dans les urnes au résultat d'une élection, que l'ensemble des Français étaient des fachos. Ce serait vachement triste. Moi, je préfère voir un petit pourcentage. T'as l'impression qu'on est loin de la vérité, là? Je plaisante, je plaisante. Je dis que la tentation est grande de le faire et que quand on fait ça, on se plante parce qu'on néglige quand même ceux qui ne font pas exprès de venir, ceux qui sont à poil parce qu'il n'y a plus de médecine générale suffisamment dotée pour assumer tous les patients qui ont besoin d'un médecin traitant. Un médecin traitant, ce n'est pas une maison médicale de garde, ce n'est pas un service d'urgence, c'est quelqu'un qui est présent, qui ne fait pas que de la télémédecine, qui te pose les mains dessus pour te découvrir un ganglion à la con qui traîne quelque part. C'est un mec qui te prend ta tension de temps en temps pour te rendre compte qu'à 30 balais, tu commences à faire de l'hypertension. À 30 balais, il n'y a plus personne qui a de médecin traitant en France. Enfin, plus personne, j'exagère. Tu connais le chiffre, Éloi, hein, et je crois que c'est 6 à 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Oui, alors entre 30 et 50 ans, on se dit que ce n'est pas grave, sauf qu'entre 30 et 50 ans, c'est là qu'on va dépister des maladies chroniques, etc., qui vont générer derrière des catastrophes. Donc, tu vois, tout ça, finalement, il faut se dire, le patient, il ne vient pas nous emmerder aux urgences, etc. Donc, on a longtemps quand même essayé de lui mettre sur le dos le fait que le système de santé, il devait changer, que les urgences, ça ne marchait plus parce qu'il n'y avait plus d'offres, puis parce que les gens avaient changé leur mode de consommation de la santé. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et les usagers, oui, ils sont les premiers dépositaires de notre système et de ce qu'on les propose. Ils sont les premiers juges, ils sont pertinents et bien souvent, ils sont extrêmement bienveillants à l'égard et à l'endroit de leurs soignants. Ils étaient au fait pour nous applaudir, certes, depuis, ils ont arrêté, mais oui, il faut les inclure. Il y a énormément d'associations d'usagers, donc il y a de quoi trouver des gens qui sont capables de venir alimenter nos réflexions. Tu sais qu'on fait témoigner Endo-France. On a fait aussi témoigner une responsable d'une association de maladies inflammatoires rhumatologiques. Éloi, je voulais te demander, tu as dit j'ai acheté, mais tu as acheté quoi au juste? J'ai acheté personne surtout, c'est ça qui est non, je voulais vraiment la placer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'ayez pas peur, hein, vous pouvez prendre la parole s'il y a des questions à adresser à Éloi. Bon, il n'y a pas de questions. Écoute, attends, je vérifie l'heure. Il est 13h07. Tu es fier de… On va faire un petit moment plaisir, là. Est-ce que tu es fier de ton bébé, là? Collectif Santé en danger, cofondateur. C'est pas mon bébé, c'est le bébé des milliers de personnes qui l'ont alimenté bien plus que mais à un moment donné, si tu n'avais pas été là, il n'y aurait pas de collectif. Tu le sais très bien. Donc, bon, est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier? Oui, extrêmement fier. Enfin, c'est une chance inouïe de pouvoir réunir autant de compétences, autant de regards, autant de bienveillance, parce que ce qui fédère aujourd'hui au sein du collectif, c'est ça, malgré tout, les petits accros, c'est énorme. Ces auditions, quand je vois la qualité des orateurs, alors, je m'exclus aujourd'hui parce qu'on ne parle pas du tout de ça. Moi, je suis presque honteux d'être là quand je vois que Jean-Louis Teboul, quand je vois que Bruno Megarban, quand je vois que tous ces gens-là… Tu sais que Bruno Megarban va revenir faire une Saturday Night Session audition du vrai Ségur de la Santé. Un Saturday Night. Ça a de la gueule. Soirée de gala, je ne sais plus la date, mais il accepte. Alors, heureusement, parce que tu sais, il était intervenu dans la séance inaugurale et c'était passé très vite. Et il revient. Et il va y avoir… Attends, Éloi, il faut que tu chopes les dates. Hein. Il va y avoir une session réanimation Jean-Louis Teboul. Attends, je ne faut pas que je dise de bêtises. Olivier Johannes Boyot. Ah non, c'est Olivier Johannes Boyot, Jean-Paul Mira. Ça va? Enfin, voilà, moi, je passe derrière ces gens-là qui sont pour moi des icônes, des maîtres, des gens qui ont… Mais on se retrouve sur un socle commun et on se retrouve avec ces gens-là, mais on nous dit souvent, vous êtes très médico-centré, mais enfin voilà, non, 1000 fois non. Il y a aussi des richesses énormes chez les soignants, chez les gens qui participent à cette magnifique aventure qui est celle du collectif. Et aujourd'hui, je crois que tu as réussi à fédérer un nombre incroyable tu dis c'est un think tank de la santé, excusez l'accent, mais ouais. C'est l'ouvert. C'est complètement ça.
On a aujourd'hui, et ce collectif a aujourd'hui une légitimité incroyable pour parler de ces sujets, parce qu'il y a de la nuance, parce qu'il est disséminé dans les territoires. Et par contre, c'est un point qu'on n'a pas du tout évoqué. Et là, il va falloir que les scribes, j'aime pas du tout ce terme, mais vous ouvriez grand vos oreilles. Je voulais mettre esclave, mais ils n'ont pas aimé. Donc, j'ai mis scribe. Attention, attention, il faut absolument qu'on respecte la notion de territorialité. Et les ARS aujourd'hui, ce qui les rend aussi peut-être immobiles et toutes les difficultés qu'elles ont dans la gestion et dans l'aide qu'elles peuvent nous apporter, c'est essentiellement lié au fait qu'elles sont quand même inféodées à un ministère très parisien, très appauvri, et il y a des lectures qui commencent à sortir, j'en ai une à faire prochainement sur ce sujet de l'appauvrissement des compétences au ministère de la Santé, qui fait que voilà, ils imposent quand même sur un territoire qui est très disparate. Est-ce qu'on a les mêmes problématiques en région PACA que dans les Hauts-de-France? Absolument pas. Et au sein d'une même région, est-ce qu'on a la même problématique sur la métropole lilloise que dans le territoire de l'Aisne? Absolument pas non plus. Donc la territorialité dans la gouvernance, elle est indispensable. C'est une notion qui devra être fondamentale. Il faut, je pense, laisser beaucoup plus d'autonomie aux ARS. Ça permet quand même, quand quelque chose dysfonctionne dans un point particulier du territoire, de l'identifier plutôt que de le noyer dans un seau statistique qui ne veut plus rien dire. Les big data, c'est très bien, ça donne des guidelines. Oui, tu as vraiment un sale accent. Ouais, des guidelines. Non, allez. Wow, des guidelines. J'exagère un peu. Non, mais on a vraiment… Le problème, c'est qu'on met tout ça dans un pot pourri et qu'on en tire des règles qui doivent rester qu'un grand cadre. Mais si on essaie de mettre tout le monde dedans, on soignera de plus en plus mal. Chaque patient qu'on prend en charge, moi, je ramène ça finalement, comme tu le fais très bien aussi, Arnaud, on a un problème, c'est que quelqu'un qui… Voilà, chaque malade est différent, et le raisonnement, on l'applique avec des recommandations de bonne pratique. Ces recommandations, elles sont très importantes pour nous. On ne fait pas une toilette sans s'être lavé les mains, on ne pose pas un cathéter sans avoir un peu désinfecté la peau. Il y a des choses comme ça. Mais on ne le pose pas de la même façon chez quelqu'un qui fait 40 kilos que chez quelqu'un qui en fait 150. Voilà. Eh bien, de la même façon, la santé, on ne peut pas la réfléchir à l'échelle d'un pays. On doit poser des référentiels de bonne pratique, des choses comme ça. Et après, il faut affiner, ce qui permettra à l'hôpital de Voiron peut-être d'avoir des urgences qui fonctionnent ou d'avoir un dispositif dans l'attente, on en revient à la notion de temporalité, dans l'attente du vraiment très bien, d'avoir un dispositif qui permette aux gens qui sont sur ce territoire de ne pas voir les inégalités se creuser entre celui qui est à Grenoble et celui qui est à Voiron. Alors, voilà. Je te rassure, cette notion, Éloi, cette notion de territorialité, elle est présente à chaque audition d'organisation des territoires. Ne t'inquiète pas. C'est devenu une sorte de fil rouge de nos propositions qui s'imposent. Thomas, il aime beaucoup la dimension du département. Bon, voilà. En tout cas, de l'interdépartemental. Hier, tu sais qu'hier, j'étais en contact avec l'AMF, l'association des maires de France. Et on discute un petit peu de ça parce que l'AMF a accepté une audition. Donc, tu vois, on est hyper content parce que globalement, tous les experts, enfin, toutes les instances acceptent d'être auditionnées par le collectif, dans le cadre du vrai Ségur de la santé, donc c'est quand même assez chouette. Et en fait, il disait, oui, attention Arnaud, pas que département, parce que Cannes, c'est frontalier avec d'autres départements, et bon, des fois, c'est interdépartemental. Je dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est pas une vision départementale stricte, mais au niveau des bassins de population, c'est probablement à cette échelle-là. Et moi, je rêve d'une digitalisation, tu vois, où on fait un QR code et bam, on a notre offre de soins territoriale, quel que soit ton âge. Le problème, c'est quand tu es vieux, que tu n'as pas le QR code, il faudra trouver des solutions, mais tu vois, que où qu'on habite en France, la partition ne soit pas la même, mais que l'opéra de la santé permette à tout le monde de se soigner. Oh, j'aurais pu. T'imagines si j'arrivais à tweeter ça? Même si la partition n'est pas la même, l'opéra de la santé permet à tout le monde de se soigner. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Éloi, je crois qu'on est arrivé au terme. C'est vraiment sympa de faire un zoom en famille. Est-ce que tu as des conseils à nous donner
On continue les auditions. 26 mars, opération handicap fauteuil acheminé à Paris. Tu sais qu'on est en train de faire la déclaration de manifestation aux préfectures nouvelles. Et puis 27-28 mars, essaye de bloquer au moins une des deux dates, hein, Éloi. C'est notre congrès de c'est le congrès de restitution aux politiques. Donc, on essaye de les inviter un à un. C'est richissime. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai aucun conseil à donner à personne. Et encore une fois, mille merci de m'avoir invité à apporter ma petite pierre à ce fabuleux édifice. Ce n'est pas un conseil, c'est un petit mot. Surtout dans les temps qu'on voit aujourd'hui. Et puis Jean-Pierre est mort hier. Et, bon, je pensais à toi. Ouais. Tu te souviens la polémique que ça avait fait quand on avait partagé un truc sur les villages? Qu'est-ce que c'était ce truc-là il y a quelques mois? C'était il y a 6 mois. Oui, c'était ça. Mais bon, peu importe. Enfin, tu avais partagé, non mais c'était très bien. On avait partagé sur la page du collectif un truc sur les villages de Jean-Pierre Pernaut qui était incroyable. Et alors, ça avait déchaîné. Mais tu sais, Éloi, quand aujourd'hui je mets des posts sur l'Ukraine, on m'explique la vie de la même manière. Donc, les villages, non. L'Ukraine, non. Mais ce qui est révélateur dans ces situations, et encore une fois, c'est comme quand on dit que les gens viennent à l'hôpital pour embêter les médecins aux urgences, c'est cette petite part de difficultés, etc. C'est pas grave. Gardons la même direction. On est tous là, et je le vois et je le ressens, et ça fait énormément de bien d'échanger à travers ces espaces. On est tous là avec un objectif, c'est prendre soin finalement de notre prochain. C'est même pas, voilà, prendre le soin des uns des autres. Et c'est un sujet qui peut cliver, c'est un sujet de division. On n'est pas d'accord. Des fois, j'entendais Olivier Johannes-Boyau sur l'existence de réanimation distante de 20 km. Pour lui, on n'est pas toujours d'accord sur le fond, mais on fait la même chose, on a envie de la même chose. Et ça, c'est une valeur fondamentale. Donc, ne pas se diviser. Si aujourd'hui, le collectif en est là, c'est qu'il a su complètement mettre de côté ce genre de choses pour maintenir cette volonté d'améliorer la prise en charge finalement de nos enfants. C'est eux qui seront pris en charge demain. Et quoi de plus vertueux? Donc, avec cette idée vertueuse, on continue. J'ai un tout petit message pour terminer avec le sourire. Karen, santé environnementale. Bon, alors, le petit bonsaï derrière, il a l'air de faire un peu la gueule. Alors, je me dis mince avec la... Voilà. C'est qu'en fait, il a changé de place et ça lui convient pas du tout. Alors, j'ai le même dans mon bureau de l'autre côté. Donc, voilà. D'accord. Petite note rigolote de la fin. Oui, on essaie de faire entrer un peu la nature à la maison. C'est notre référente santé environnementale, mais pas pour la bonsaï. Non, mais je ne suis pas référente hein, déjà. Éloi, merci beaucoup. Merci à tous. C'était chouette d'être en famille ce midi. C'était vraiment chouette. Prends soin de toi, Éloi. Oui, on fait ça pour nos enfants. Voilà, tu as toujours les mots justes au bon moment. Moi, je les capte et je les entends. Oui, on fait juste ça pour nos enfants. Alors, Arnaud Chiche, tu fais ça pour la gloire? Bah non, du con. Je suis médecin anesthésiste et je le resterai. Donc, on fait ça pour nos gamins, éventuellement nos parents, si on a la chance de les avoir encore. Gros bisous à tous. On vous embrasse. Merci, Éloi, d'avoir répondu favorablement. Merci à tous, les scribes, les modérateurs. Rendez-vous demain midi. Alors, je crois que demain midi, Éloi, si tu pouvais te connecter à midi 15, on va avoir une session emergency de folie avec Damien Cadino de Voiron. Voilà, projecteur sur Voiron. Et Caroline Brémond de Laval, qui fait beaucoup parler d'elle. Et alors là, demain, ça va être les urgences. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les urgences? Ça va vraiment être... Je serai là. Ça va vraiment être chouette. Si tu es là, tu es un invité d'honneur. Hein. Tu prends la parole quand tu veux. C'est ta maison, tu es chez toi ici. Hein. Merci. Enfin, fais pas pipi dans l'évier de la cuisine non plus, mais tu es chez toi. Quoi. Tu fais ce que tu veux. Gros bisous, Éloi. À bientôt. Merci à tous et toutes pour tout ce Allez, cette fois, je coupe. Et merci à Frédéric encore pour tout à l'heure. C'était vraiment beaucoup de chance. Merci. Merci à la logistique, Natacha. Je pense qu'elle l'a mis en live sur la page Facebook. Merci, Natacha. Merci. À plus, Éloi. Salut.